L'absence de consentement entre désormais dans la loi pénale. Le Parlement vient d'adopter une définition claire et précise qu'on ne peut plus déduire un accord du silence. Concrètement, ça change la manière dont la justice qualifie les faits en réduisant l'incertitude devant les tribunaux. C'est une évolution très attendue, portée depuis des mois par des parlementaires et des associations. C'est le sujet à la une de ce mois-ci. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les actus du mois d'octobre de Micro-Canap. Chaque mois, on revient ensemble sur les actus qui ont marqué la France. Retrouvez-nous aussi au format podcast sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Et comme toujours, vous pouvez passer directement au sujet qui vous intéresse grâce au chapitre. L'absence de consentement est désormais intégrée à la définition pénale du viol. Jusqu'à présent, la notion de consentement n'était pas écrite noir sur blanc dans la loi. Elle était laissée à l'appréciation des juges, ce qui entraînait parfois des décisions différentes selon les tribunaux. Le 29 octobre, le Sénat a adopté la proposition de loi sur le non-consentement, une semaine après l'Assemblée nationale. Elle sera promulguée prochainement. Le texte précise que le consentement doit être, et je cite, libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et qu'il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction. Il précise aussi qu'un acte commis sous la contrainte, la menace ou la surprise ne peut jamais être considéré comme consenti. La Fondation des femmes a appelé à aller plus loin en renforçant la prévention et les moyens de la justice. La proposition de loi, elle est portée depuis le début de l'année 2025 par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin et la députée macroniste Véronique Rioton, quelques semaines après le premier verdict de la justice dans l'affaire Dominique Pellicot. Pour rappel, il a été jugé coupable d'avoir administré des produits à l'insu de son épouse, Gisèle Pellicot, pour permettre à plus de 50 hommes d'avoir un rapport non consenti avec elle. Enfin, le 4 septembre, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a condamné la France pour des lacunes et des défaillances dans son système judiciaire concernant la prise en compte du consentement. Elle a toutefois salué l'intégration de l'absence de consentement dans la législation française, qu'elle juge aujourd'hui susceptible de renforcer la protection juridique des personnes concernées. Ces décisions rappellent que la justice joue un rôle central dans la reconnaissance des droits et des libertés. En octobre, une autre affaire est venue l'illustrer, cette fois au sein de la police nationale. L'État a en effet été condamné pour avoir sanctionné un policier qui avait dénoncé des comportements discriminatoires au sein de la police nationale. En fait, Amar Ben Mohamed, ancien brigadier chef, avait témoigné en 2020 auprès du média Street Press, dénonçant plus de 1000 cas d'insultes, propos racistes et des comportements violents observés en 2 ans. Après ces révélations, la préfecture de police lui avait infligé un avertissement et un blâme pour avoir, selon elle, et je cite, discrédité l'institution et manqué à son devoir de réserve. L'ancien brigadier chef avait contesté ces sanctions en justice. Et le 9 octobre dernier, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé que ces sanctions étaient illégales et a condamné l'État. En fait, le ministère de l'Intérieur avait déjà été condamné une première fois en avril 2024, seulement il avait fait appel. Quant à la défenseuse des droits, Claire Hédon a qualifié Amar Ben Mohamed de lanceur d'alerte. Cette affaire, elle souligne la difficulté pour les agents publics de signaler des comportements problématiques dans leur administration. Enfin, elle fait écho au travail du journaliste Valentin Gendreau, auteur du livre Flic, qui s'était infiltré dans un commissariat parisien pour raconter le quotidien des agents et des agentes ainsi que leurs dérives. Après ces décision de justice, place à une autre forme d'expression citoyenne, celle de la participation directe au débat public. Ce mois-ci, une consultation citoyenne sur la parentalité a été lancée. Jusqu'au 4 décembre, vous pouvez répondre à un questionnaire sur le site de l'Assemblée nationale. Il porte sur plusieurs thèmes, le nombre d'enfants que vous souhaiteriez avoir, les freins à la parentalité ou encore le rôle de l'État dans les politiques de l'enfance. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y participer. Cette consultation s'inscrit dans une mission d'évaluation de l'Assemblée sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France. Lancée en juillet, elle doit se conclure en janvier 2026 par un rapport qui pourrait déboucher sur de nouvelles propositions de loi ou encore des mesures concrètes en faveur de la parentalité et des familles. La dénatalité du pays est un sujet qui prend de l'importance. Selon les dernières données de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, la France pourrait connaître en 2025 plus de décès que de naissances, une première depuis 1945. Pour mieux comprendre les enjeux de cette dénatalité et son impact sur votre quotidien, je vous invite à lire la newsletter de Micro-Canap du mois de septembre. Je vous mets le lien en description. Et cette idée de participation citoyenne ne s'arrête pas là. Une autre consultation publique vient d'être lancée, cette fois sur un tout autre sujet, la gestion des déchets radioactifs. Le 10 octobre, la Commission nationale du débat public, la CNDP, a lancé une consultation sur la gestion des déchets issus de l'énergie atomique. Le débat se clôture le 10 février et tout le monde peut y participer pour donner son avis ou simplement pour s'informer. Des kits de débat sont d'ailleurs disponibles pour les professeurs qui souhaitent en parler en classe et plusieurs webinaires sont prévus dans les prochains mois. Je vous mets le lien vers cette consultation en description si vous souhaitez y participer. Cette consultation, elle fait aussi écho au projet CIGEO à Bure dans la Meuse. Ce projet, lancé en 1991, prévoit d'enfouir les déchets les plus dangereux à 500 mètres de profondeur pendant
un siècle. Les travaux doivent commencer entre fin 2027 et début 2028 et les habitants et militantes s'y opposent, évoquant des risques pour la qualité de l'eau, la santé et l'environnement. Pourtant, aucune rencontre publique n'est prévue à Bure, le village directement concerné par le projet, ce que dénoncent plusieurs collectifs locaux. Une absence de débat qui interroge alors même que la consultation veut encourager la participation citoyenne. Après avoir parlé de participation citoyenne à grande échelle, place maintenant à une mesure très concrète tournée vers la solidarité du quotidien, le soutien aux aidants et aux aidantes. Alors, les aidants et les aidantes peuvent désormais faire appel de manière ponctuelle à un ou une professionnelle de santé pour les remplacer à domicile. Ce dispositif, il s'appelle le baluchonnage. Pour rappel, les aidants et les aidantes sont des personnes qui soutiennent au quotidien un proche en situation de handicap ou encore atteinte d'une maladie ou encore âgée. Beaucoup cumulent ce rôle avec un emploi, d'autres sont même parfois contraints de l'abandonner pour s'occuper de leurs proches. Alors, le but du baluchonnage est de permettre aux aidants et aux aidantes de souffler quelques jours pendant qu'un ou une professionnelle de santé prend le relais à domicile pendant 6 jours consécutifs maximum. Le dispositif, il s'adresse notamment aux personnes atteintes de troubles cognitifs, psychiques ou du neurodéveloppement, souvent accompagnés de troubles du comportement. Testé pendant plusieurs années, le baluchonnage est désormais autorisé partout en France depuis août 2025 grâce à un décret qui complète une loi, celle du 15 novembre 2024 sur le répit des proches aidants. Côté financement, le coût est d'environ 40 € de l'heure, soit entre 800 et 1000 € pour 24 heures. Et une partie peut être prise en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, la prestation de compensation du handicap, la PCH ou les caisses de retraite. Néanmoins, la couverture reste variable selon les départements, avec un reste à charge moyen de 200 € par jour d'après l'association Sérénitarn. D'ailleurs, les associations alertent sur la nécessité d'un financement pérenne pour éviter que ce service ne devienne inaccessible aux familles modestes. Tandis que le gouvernement annonce de nouvelles mesures sociales, la situation politique, elle, reste instable. Le mois d'octobre a d'ailleurs commencé par un épisode inédit sous la Ve République. Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre le 9 septembre, a présenté son premier gouvernement le 5 octobre, avant de présenter sa démission 14 heures plus tard. 2 jours après, Emmanuel Macron l'a renommé et un deuxième gouvernement Lecornu a été officialisé le 12 octobre. Cette recomposition fait suite à plusieurs consultations avec les groupes politiques, sauf le Rassemblement national et la France insoumise, qui ont refusé d'y participer. Alors, le gouvernement Lecornu 2 compte 34 ministres, majoritairement issus de Renaissance, du Modem, d'Horizon et de la droite classique, avec quelques personnalités de la société civile. Concrètement, c'est un gouvernement majoritairement centriste qui reste largement semblable à celui de François Bayrou. Et cette recomposition n'a pas suffi à apaiser les tensions politiques. D'ailleurs, les Républicains ont exclu les 6 ministres ayant rejoint le gouvernement, tandis qu'Édouard Philippe, chef du parti Horizon et ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, a pris ses distances avec lui, allant jusqu'à remettre en cause son maintien à l'Élysée. Cette rupture, elle fragilise le socle présidentiel déjà affaibli depuis les législatives de 2024. Du côté des oppositions, le Rassemblement national et la France insoumise ont déposé des motions de censure qui ont échoué le 16 octobre à l'Assemblée. Le Parti socialiste, lui, a renoncé à censurer le gouvernement après avoir obtenu la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2028. Et pour terminer, le 14 octobre, dans son discours de politique générale, Sébastien Lecornu a confirmé cet engagement et promis de ne pas recourir au 49.3 pour faire adopter le budget de l'État et de la sécurité sociale 2026 sans vote. Toutefois, sans majorité stable à l'Assemblée, chaque vote comptera. 7e actu, justement pour concrétiser son engagement auprès du Parti socialiste, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté le 23 octobre une lettre rectificative au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026. Ce document, concrètement, il inscrit directement la suspension de la réforme des retraites dans le budget qui est débattu cet automne au Parlement. Dans les faits, tant que ce budget reste en vigueur, les personnes nées en 1964 pourront partir à la retraite à partir du 1er octobre 2026 à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans. Ensuite, à partir de 2028, l'âge légal recommencera à augmenter. Cette lettre, elle était réclamée par la France insoumise et le Rassemblement national et elle vise à sécuriser cette mesure. Toutefois, cette suspension reste fragile. Le Sénat, dominé par la droite, a déjà annoncé qu'il rétablirait la réforme lors de l'examen du budget. Le texte devra donc encore faire plusieurs allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat avant d'être définitivement adopté. Et sur le plan financier, eh bien, cette suspension, elle coûterait 1,5 milliard d'euros sur 2 ans selon le gouvernement. Et pour compenser, eh bien, il prévoit d'augmenter la contribution des mutuelles et des assurances santé et aussi de sous-indexer les retraites, c'est-à-dire les revaloriser un peu moins vite que l'inflation. Concrètement, si les prix montent de 1,75%, les pensions n'augmenteront que de 0,85%, ce qui fera donc perdre un peu de pouvoir d'achat aux retraités. Donc, comme je le disais, cette question des retraites, elle s'inscrit dans un cadre plus large, celui du budget de l'État et de la sécurité sociale 2026, actuellement en discussion au Parlement. Autrement dit, rien n'est encore voté et les négociations s'annoncent tendues. En octobre, le débat budgétaire est entré dans sa phase décisive avec l'arrivée du projet de loi de finances, le PLF, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale,
social, le PLFSS, à l'Assemblée nationale. La Constitution fixe d'ailleurs une limite de 50 jours pour adopter ces deux projets de loi. Alors j'en ai déjà pas mal parlé cette année, donc si vous voulez comprendre concrètement comment ça vous impacte, je vous mets le lien des actus du mois de février en description. Et donc sinon, pour celles et ceux qui restent avec moi, chaque année, ces deux textes déterminent les dépenses et les recettes de l'État et cela vous touche directement dans votre quotidien. Pour l'heure, l'objectif du gouvernement est de réaliser plusieurs milliards d'euros d'économies pour stabiliser la dette et ramener le déficit public sous les 5% en 2026. Pour rappel, le déficit public, c'est quand l'État dépense plus qu'il ne gagne, et la dette publique, c'est ce qu'il emprunte et doit rembourser. L'objectif, c'est aussi de contenir le déficit de la sécurité sociale qui devrait atteindre 23 milliards d'euros en 2025 pour le ramener à 17,5 milliards d'euros l'an prochain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces chiffres, c'est un affrontement politique qui se joue. Gauche, centre et droite défendent des visions très différentes de l'impôt, de la dépense publique et de la justice sociale. Et pour Sébastien Lecornu, l'enjeu n'est pas seulement économique, il doit surtout trouver une majorité pour éviter une nouvelle chute du gouvernement. Alors, en cas de blocage prolongé, le gouvernement pourrait théoriquement s'appuyer sur l'article 47 de la Constitution. Cet article lui permet d'appliquer le budget après 50 jours de débat, même sans vote, grâce à des ordonnances. Une procédure légale qui serait perçue comme un passage en force et risquerait d'enflammer un peu plus le climat politique. Et alors que le gouvernement tente de trouver une majorité pour faire adopter son budget, syndicats et associations ont choisi de se faire entendre dans la rue. En effet, le mois d'octobre a été marqué par deux grandes mobilisations, d'abord celle des syndicats, puis celle du monde associatif. Toutes deux ont voulu peser sur les choix budgétaires du gouvernement et dénoncer une politique jugée trop austère à l'approche du vote du budget 2026. Tout d'abord, le 2 octobre, l'intersyndicale, qui réunit 8 syndicats comme la CFDT, la CGT, FO et Solidaire, a organisé une journée de mobilisation nationale pour réclamer davantage de justice fiscale et sociale. Elle a rassemblé environ 600 000 personnes selon la CGT et 195 000 selon le ministère de l'Intérieur, en baisse par rapport au 18 septembre. Les syndicats dénoncent la continuité de la politique économique d'Emmanuel Macron et demandent l'abandon des mesures d'économie comme par exemple le doublement des franchises médicales ou encore la réforme de l'assurance chômage. En réponse, Sébastien Lecornu a confirmé l'abandon de la suppression de 2 jours fériés et annoncé une mesure en faveur des femmes retraitées ainsi qu'une réflexion sur le pouvoir d'achat des familles. Des gestes salués et tout de même jugés insuffisants. Quelques jours plus tard, le 11 octobre, le monde associatif s'est mobilisé à son tour sous le slogan « Ça ne tient plus ». Plus de 350 actions ont eu lieu partout en France pour alerter sur la crise financière du secteur. Selon le mouvement associatif, près de 90 000 emplois sont menacés et toujours selon le mouvement associatif, une association sur 2 a déjà vu ses financements publics baisser depuis 2024. Concrètement, ces coupes pourraient se traduire par moins de services civiques, de clubs sportifs, d'ateliers culturels ou de soutien aux personnes en difficulté. Les acteurs et actrices du secteur appellent le gouvernement à préserver les moyens des associations qu'ils considèrent comme un pilier du lien social et de la vie démocratique. Dernière actu, après la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et la présentation du plan de paix américain en septembre, la situation a connu un nouveau tournant début octobre. En effet, Israël et le Hamas ont accepté la première phase d'un plan de cessez-le-feu présenté par Donald Trump. Avant d'en parler plus en détail, je reviens sur un autre événement survenu au même moment. Début octobre, les flottilles humanitaires internationales Global Sumud et Thousand Madlins ont été interceptées par la marine israélienne. La quarantaine de bateaux étaient partis pour acheminer de l'aide vers Gaza malgré les restrictions d'accès. La flottille a été déroutée vers le port d'Ashdod et des passagers et des passagères ont été détenus pendant plusieurs jours. Une trentaine de Français et de Françaises figuraient parmi les personnes interpellées. Elles ont finalement été expulsées vers la Grèce puis rapatriées en France à bord d'un avion affrété par la Turquie. En parallèle, Paris a rappelé son soutien à l'aide humanitaire et demandé le respect du droit maritime tout en évitant de rompre le dialogue avec Israël. Cet épisode, il intervient dans un contexte toujours très tendu. 2 ans après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les autorités palestiniennes font état d'environ 67 000 morts et 170 000 blessés. En Cisjordanie, la colonisation israélienne se poursuit et les tensions entre communautés israéliennes et palestiniennes se multiplient selon plusieurs médias internationaux présents sur place. Et dans la nuit du 8 au 9 octobre, Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan de cessez-le-feu présenté par Trump. Cette première phase est entrée en vigueur le 10 octobre et a permis un retrait progressif des troupes israéliennes du territoire et l'entrée d'aide humanitaire. Néanmoins, selon l'Organisation mondiale de la santé, cette aide reste insuffisante et la population fait face à une situation alimentaire très critique. Dans le même temps et conformément au plan, le Hamas a libéré le 13 octobre les 20 derniers otages encore en vie. Concernant les 28 corps que le mouvement s'est engagé à restituer, il a sollicité une aide logistique affirmant que certaines zones de la bande de Gaza restent difficilement
accessible après 2 années de conflit. Le 28 octobre, une 16e restitution a eu lieu. Pour rappel, 251 personnes avaient été enlevées lors des événements d'octobre 2023 selon l'armée israélienne. Alors, malgré l'entrée en vigueur de la trêve, ce cessez-le-feu reste fragile. Les 19 et 28 octobre, de nouvelles frappes israéliennes ont visé Gaza en réaction, selon l'armée, à des attaques attribuées au Hamas qui contestent toute implication. Ces événements rappellent que malgré l'accord de cessez-le-feu, la situation sur le terrain demeure extrêmement instable. D'ailleurs, le 20 octobre, les ministres européens des Affaires étrangères ont salué le plan tout en appelant à la prudence, rappelant que plusieurs cessez-le-feu avaient déjà été rompus par le passé. Une prudence d'autant plus justifiée que cette trêve n'est qu'une première étape d'un plan en 4 phases. Le plan américain comprend en effet 3 autres volets: la démilitarisation et la reconstruction de Gaza, la mise en place d'une autorité de transition pour gouverner le territoire et la possibilité de créer un État palestinien. Toutefois, plusieurs observateurs et observatrices estiment que le plan reste flou, notamment sur le calendrier, la gouvernance future et les garanties politiques offertes aux Palestiniens. Merci à vous d'avoir suivi ce format aujourd'hui. Je vous retrouve le jeudi 27 novembre pour les actus du mois. En attendant, si vous souhaitez soutenir Microcanap, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou encore à Spotify, Deezer, Apple Podcast et même sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Ça aide énormément le projet, alors merci à vous. Microcanap!